Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Je suis très heureux de vous présenter un nouveau format, un format table ronde. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 invités, à commencer par Cécile Jacob. Salut. Tu es cadre dirigeante dans une société financière. Oui. Pierre Couture, tu diriges une boîte familiale dans la métallurgie. Exactement. Et Christophe Florenti, tu as une entreprise de peinture, entreprise familiale aussi, qui comporte 170 salariés, il me semble. Oui, c'est ça. On parlait de ce côté isolement, Ah oui, de ce côté isolement. de ce côté isolement de dirigeant. Comment tu contres ça? Est-ce que tu as... Mais de façon plus saine. J'ai une bouteille sur mon bureau. Je sais pas, T'as le partage avec d'autres chefs d'entreprise, avec... Oui, je partais d'un groupe qui s'appelle le Plateau. Tu parlais ici, je disais tout à l'heure, c'est des groupes d'entrepreneurs dans lesquels on se retrouve, et bien sûr, on échange. Mais donc ça fait beaucoup de bien, parce qu'on ressort de l'environnement d'entreprise, on se fait couper avec les gars, on passe des super moments. Mais ça n'empêche pas que la décision, l'isolement du chef d'entreprise, c'est la décision finale. Mais ça, je crois que on est obligé d'avoir cette décision, il n'y a que nous qui pouvons la prendre. Parce qu'on demande à droite à gauche, on demande des conseils. Déjà, quand on demande 6 conseils, il y a souvent, s'il y a 2 options, il y en a 3 pour l'un et 3 pour l'autre. Je n'ai jamais dit 5 pour 1, c'est pas qui veut gagner des millions, j'appelle un ami. Non, j'appelle le public. Je te dis pour ça, oui, j'ai vu. Ça marche jamais, là. Tu vois, il y a une solution. Chaque solution, personne ne se mouille, chacun prend une même tir. Donc c'est plus ça, chacun se mouille, chacun se tout. Et finalement, t'es obligé. Donc je sais pas, donc jeune, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Quand t'as 25 ans, tu vas te coucher, le matin tu te réveilles, t'as le bras, il est là-bas, la couverture elle est là, t'as pas dormi de la nuit, voilà, la mère de ma première fille me disait que je faisais du vélo la nuit quand je dormais. Et puis plus ça avance, plus d'expérience, et plus tu t'y fais, et puis quand tu fermes les yeux, tu penses plus, mais bien directement, je crois, je sais pas si t'as la solution toi, mais la décision c'est toi. Hein. Ouais. C'est après le jeu c'est juste de minimiser le risque, quoi. Et du coup, moi sur des décisions comme ça, c'est arriver à identifier les risques, sur quels risques je peux jouer, est-ce que je peux les diminuer, et pour arriver à la solution, hein, mais c'est... Tu sais pas comment ça va évoluer. Après, t'y vas pas, quoi. Ouais, et c'est comme ceux qui lancent un resto, avant le Covid, quoi. Comment tu sais avant que la décision n'est pas bonne? Enfin, t'as beau avoir calculé, tu sais qu'il y a toujours cet aspect-là où ça peut tourner, et puis il y avoir un facteur externe, et puis avoir... Ça peut... Mais bon, ça empirer, quoi. C'est ce que tu disais, hein. Et régulièrement, on arrive à s'endormir sans trop y penser. Ouais, moi, mais j'ai passé pris dans les structures où je suis intervenue et j'avais des actionnaires. Donc, même si je dirige opérationnellement, c'est moi qui ai la responsabilité de mandat, je rends compte. Et en fait, de rendre compte, ça t'oblige. Donc, tu rends compte, j'ai un conseil de surveillance tous les... Donc, un vrai, hein, tu vois, ils regardent, ils challenge, et ils te disent, non, mais là, vous avez pas vu ça, est-ce que vous avez vu ça? Donc, le fait de devoir le préparer, je dis pas que c'est une partie de bonheur, mais le fait de devoir rendre compte, de challenger, en fait, c'est plus facile. Tu te sens moins seul. Je dis pas que c'est plus facile, c'est que je crois que je me suis sentie moins seule parce que il faut faire des constats qui sont douloureux et difficiles. Et le fait de les partager, ou même quand tout va bien, tu vois, quand tout va bien, est-ce que tout va bien et est-ce que justement tu t'es pas un peu endormi? Est-ce que ce truc d'avoir en fait un conseil de surveillance, alors, et ça peut être avec des actionnaires, mais ça peut aussi être, on le faisait avec l'ancien groupe de dirigeants, où tu vois, on était plusieurs chefs d'entreprise, mais tu vois, il y avait une espèce de challenge où le mec qui venait puis raconter sa problématique, et puis du coup tu challenges, quoi. Et le fait de faire ça, ça t'oblige toi à clarifier où tu en es, etc. S'il y a un problème à l'énoncer, et puis du coup... ça t'oblige, quoi. Et tu te sens un peu moins seul. Et toi, tu vas préparer ton truc, tu rends compte de leur dire, on a plusieurs stratégies possibles, tu vas les présenter à tes actionnaires.
Finalement, c'est peut-être c'est eux qui vont prendre la décision finale ou je vois pas. Non, si tu fais d'après, non, parce qu'en fait, il faut, après, clairement, ce qui se passe dans les boîtes comme ça, c'est que soit tu es en phase avec la stratégie, soit tu t'en vas, parce que enfin, en tout cas, moi, exécuter une stratégie que je sens pas, je sais pas le faire, quoi. Mais, en fait, ça, tu vas aller chercher, tu vois, t'as des choses que tu vois pas, t'as des choses que t'as pas envie de regarder, et puis il y a des choses où d'avoir plusieurs points de vue, c'est intéressant. Donc, c'est plus enrichissant, et du coup, j'ai l'impression d'avoir plus travaillé mes décisions, plutôt que d'avoir stressé seul ou d'avoir voilà, c'est le fait d'être avec plusieurs personnes différentes dans une assemblée en fait, pas trop parce que c'est pas le but, mais ça peut être je trouve que ça peut être intéressant. Oui, tu rends compte à des actionnaires, c'est-à-dire à des gens qui ont le pouvoir de te virer. Oui. Nous, on rend compte de nos employés. Mais tu sais que c'est vrai. mais tu sais que alors ça c'est vrai, mais dans une des formations que j'avais suivies, on parlait beaucoup de la solitude du dirigeant et en fait, il parlait du conseil de surveillance et justement, les dirigeants créent un conseil de surveillance. Il était actionnaire à 100% de leur boîte et il crée un conseil de surveillance, donc avec des administrateurs qui créent. Il faut souvent que ce soit des gens un peu différents, tu vois, des administrateurs indépendants, pourquoi pas. Un yaka faux compte et qui va toujours tout râler pour tout, machin, parce qu'il en faut un, tu vois. Un qui va, si t'es un co-actionnaire, ton co-actionnaire. Parce que pourquoi ce qui existe, c'est un contre-pouvoir. T'es garde-fou, quoi. Et en fait, ça permettait en fait, ce conseil de surveillance a théoriquement le pouvoir de te virer. Toi. Oui. Sauf que tu sais très bien que c'est pas fait, mais le fait d'accepter que toi, tu vois, ton conseil de surveillance te dise, mec, là, t'as pas fait le job, je te vire. Tu devrais être viré. Ouais. Tu devrais être viré. Tu vois, c'est un vrai. Et en fait, c'était intéressant, son truc, parce que ça voulait dire que tu étais quand même OK avec l'idée de te dire qu'à un moment, t'es peut-être plus la bonne personne pour diriger ta boîte, quoi. Mais tu gardes quand même ton pouvoir, parce que t'es actionnaire majoritaire, donc il n'y a pas de débat. Mais la symbolique de créer ce truc-là, et il se réunissait, je sais pas, moi, une fois par trimestre, peu importe. Et il expliquait que pour lui, c'était hyper important de créer ce truc-là, et ça permettait de rompre la solitude du dirigeant. C'est parti. Entre les conseils de surveillance et codir, etc., on en parlait tout à l'heure, il y a aussi le mentorat qui peut aider les chefs d'entreprise. Comment tu expliquerais cela? Le mentorat, ça peut être, c'est du one-to-one pour le coup. Tu vas être en tête-à-tête avec quelqu'un avec qui tu sens que j'ai une fasciné ou une admiration ou quelqu'un qui pour toi a un parcours qui t'interpelle. En tout cas, que lorsque cette personne va te partager ce qu'elle ressent par rapport à ce que tu lui dis, tu vas écouter, quoi. Ça va pas juste rentrer et sortir, d'accord. Tu vois, le truc qui sert à rien. Et ça permet c'est pareil, c'est le fait de devoir rendre compte. Quand tu rends compte, ça t'oblige, quoi. Comme les collaborateurs, quand ils vous font leur reporting, quoi. Tu sais que j'en suis, à quel endroit c'est, tu challenges le truc, est-ce que tu as vu ceci, est-ce que tu as vu cela. Et ça permet aussi peut-être d'aller dans des endroits où t'as pas forcément envie d'aller voir, ou pas assez vite, ou trop vite, ou voilà. Ça permet d'ajuster. Donc je trouve ça intéressant. Mentorat, c'est quoi? C'est un coach? C'est pas un coach qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui... Ouais, ça peut être ça. Alors tu as de différentes façons. Moi j'ai connu une sorte de mentorat sur Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne les chefs d'entreprise, soit en phase de création, de développement ou de transmission d'entreprise. Et donc, tu as 3 accompagnements, un accompagnement financier, un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Et en fait, sur l'accompagnement individuel, normalement, mais maintenant, ça a un petit peu changé, tu as un chef d'entreprise que tu as pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, le temps de ta promo, et qui t'accompagne, et tous les 1 mois et demi, 2 mois, tu fais un point avec lui sur ce qu'il en est, etc. Il va pas être là pour travailler à ta place, mais par contre, il va te challenger, plus ton retour d'expérience et t'accompagner là-dessus. Et moi, c'est assez drôle parce qu'au final, je l'ai appris après. Donc, tu as un comité d'engagement sur lequel tu passes, tu as tout un travail préparatoire, un mois, etc. Et après, tu as un comité d'engagement. Et sur ce comité d'engagement, donc j'ai fait ma présentation pour expliquer ce qu'était la boîte, vers où je voulais aller, etc. Donc, c'était en 2016, donc ça avait 4 ans. Et en fait, ils avaient prévu quelqu'un. Donc, d'ailleurs, le comité d'engagement s'est bien passé, parce que c'est pas toujours le cas, donc ça s'est bien passé. Et ils avaient prévu quelqu'un. Il s'avère que dans cet auditoire-là, donc il y avait 10-12 personnes, il y a 2 personnes qui ont délibéré, qui ont dit, moi, s'il faut, je suis prêt à l'accompagner.
Et un autre aussi qui a dit, mais moi aussi, je veux pas y aller seul. Au final, ils n'avaient jamais fait ça, ce type d'accompagnement. Donc, ils se sont mis ensemble Non, le mentor. ouais, et double mentor. Et c'était, je crois, la première fois qu'il y avait, du moins, un réseau rando, deux mentors. Et maintenant, ça se fait de plus en plus parce que cet effet ping-pong et tout ça qui est cool. Et donc, j'avais deux mentors comme ça pendant plus de 2 ans et qui m'ont accompagné. Et c'est vrai que c'est génial parce que tu apprends vachement les autres. C'est-à-dire que tu engranges beaucoup d'expérience. Là, tous, on a parlé de différents réseaux, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que quand tu es dans le partage, comme on peut le faire en off ou avec d'autres personnes, à avoir ce côté challengeant, ce côté transmission, en fait, moi, c'est une chose dont je me suis rendu compte, c'est que quelle que soit la taille d'entreprise, quel que soit le type de métier et le nombre d'années d'entreprise, tu te rends compte qu'on a tous les mêmes galères. On est passé par toutes les mêmes phases, qu'on a tous les mêmes problématiques. Et D'accord. C'est pas pareil dans une salariée, mais c'est pareil. Dans 2 ou 50, c'est pareil. C'est pas plus facile, c'est pas plus dur. C'est différent, mais c'est la même galère. Ouais. Pour la petite histoire, quand j'ai repris la boîte, j'ai eu la chance de. Il y a Jean-Claude Ganza qui à l'époque c'était le patron des Ameca, donc boîte de. À l'époque ça devait être autour des 350-400 salariés, une grosse boutique. Et qui m'a reçu, on a fait 3 soirs. Et moi j'étais dans mon bloc-notes, je posais mes questions, ça a été. Bon, je sortais, j'étais guidé à chaque fois. Mais là, l'aspect crédibilité, moi c'était royal pour moi. ouais. Là, j'avais la chance d'avoir une personne qui avait une boîte je trouve, magnifique, qui m'accordait du temps. Ouais, j'ai posé mes questions, c'est notamment lui qui m'a parlé du CJD, je suis rentré au CJD grâce à lui. Et c'est là où je me suis aperçu, c'est que lui il avait sa boîte de 350 personnes. Le premier soir, quand je suis arrivé, il était à l'atelier avec les mecs en train d'essayer de démerder un souci technique qu'ils avaient sur une caisse pour le Rafale à l'époque. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, le mec, il est, avec le niveau qu'il a, le nombre de salariés qu'il a, mais en fait, il est toujours franc quoi, pour aller batailler les problématiques. Ça m'a fait découvrir vraiment le fait que, mais quelle que soit la taille de la boîte, je pense que si tu veux qu'elle tourne, il faut savoir comment ça se passe en bas. T'as beau avoir, je pense que ça c'est vrai pour de 2 à 2000 salariés. Après, tu le sais de différentes manières. Ça peut être reporté, ça peut être vu direct, ça peut être en endroit. Mais c'est vachement important de voir comment ça tourne en bas pour ça, parce que c'est le socle en fait. Après, ça te tient tout le reste. Tu tiens vraiment tout le reste de la boîte. C'était un moment de vie qui m'avait vraiment touché parce que c'était de par le fait qu'il m'a accordé une date comme ça et de par la façon qu'il avait de fonctionner, il était. Parce que c'est un petit peu mon gars, déjà. Parce que c'est déjà, quand tu as de l'expérience, tu prends plaisir quand tu sens que quelqu'un a une yacht qui est bon, tu prends plaisir à le conseiller. Et tu sais qui tu fais. Voilà. Alors qu'à 25 ans, c'était un mec qui est bon à côté, alors tu t'associes avec lui, tu peux le tuer. Voilà, mais non, c'est vrai, alors que finalement, tu prends le plaisir des fois que tu es bien en place, d'aider les autres. Mais la bascule, moi, j'ai une anecdote là-dessus, j'ai un peintre il y a une dizaine d'années, je lui donne un conseil, et puis il fait le contraire. Je m'appelle, je dis, mais pourquoi, parce que j'ai la bonne idée de être président des peintres à la Fédération des bâtiments, je pense que c'est le président le plus absent qu'il y a eu, mais bon, je prends. Donc je donne un conseil, un gars, il fait le contraire, je m'appelle, je dis, mais pourquoi tu m'as pas écouté, t'as fait une connerie. Il m'a dit, je pensais qu'il m'avait dit le contraire pour que je me plane. Et parce qu'en fait, j'avais cette réputation qui me précédait de roquet qui me gagnait tous les chantiers. Et finalement, passé les 40 ans, c'était 50 salariés, on est tous les chantiers prêts, voilà, donc maintenant, la notion de plaisir, la notion de transmission, ça veut dire quelque chose, ça ne veut rien dire avant. Enfin, t'es individualiste, tu fais tout le monde individualiste. Et donc, le gars, pas assez, tu te dis, t'es un gros con, Parce que le gars, c'est vraiment que tu utilises un conseil pour qu'il fasse une connerie. Pour piquer le marché. Et il a fait l'inverse. Il a fait l'affaire, il m'a dit, je suis désolé, mais je pensais vraiment que tu avais essayé de pas être correct avec moi. C'est fou comment tu changes la perception des gens comme ça sur une fois. J'ai une anecdote par rapport à ce que tu disais, pareil dans l'aéronautique. Boîte de 200-300 salariés dans le sud-ouest. Et dans un grand groupe, nouveau directeur. Et nouveau directeur, forcément, ça se fait chez UT, tout ça. Et pas forcément de respect, c'est un mec parachuté, enfin, voilà, on connaît tout ça. Et c'était au bout de 2-3 mois, sur une machine, souci.
Tout le monde autour et personne n'a trouvé la solution. Le directeur était dans le bureau, il entend parler de ça. Il descend, il trifouille, il regarde tout ça. Il s'avère qu'il connaissait bien la machine parce que sur l'autre siège où il était, il avait ça. Il a aidé à trouver la solution, mais il a trouvé la solution. Et depuis ce jour-là, il a été respecté en disant, bon ben voilà, lui on l'avait catalogué comme parachuté, un arriviste, c'est ce qu'on veut. Bon, là il a montré une fois, et la légitimité s'est faite comme ça. Ah ouais, c'est ça, la légitimité, elle se fait soit par l'expertise, soit par des qualités de leadership hors normes. Pour moi, les deux leviers de ta légitimité, elles passent par là. Si t'as pas l'une ou si t'as pas l'autre, ça peut être vite compliqué. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Les postes de direction où le mec était pas expert, pas manager, pas leader, généralement, ça pique. Ça finit mal. Ça finit mal. Ça pique et ça perd. Ça finit mal, ouais. C'est un vrai sujet, ça. Ouais. C'est pas évident. Hein. Et par rapport au mentorat dont on parlait tout à l'heure et à la transmission, est-ce que toi aujourd'hui, maintenant, avec le recul par exemple, tu accordes plus de temps, je sais pas, tu fais certaines choses, des salariés, que ce soit sur la transmission ou aider des chefs d'entreprise? Ah oui, 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 oui. C'est ce qu'on a dit, on parlait du plan tout à l'heure, où on discute, donc moi je suis un des plus anciens, peut-être le plus ancien de ce groupe-là, donc je donne mes conseils, ils sont partis avisés, j'aime quand même, et après oui, avec mes collègues, parce que finalement, je suis toujours le même qui a la campagne, je m'éclate, donc je vais, quand il y a la fédération, quand il y a des fournisseurs qui font des donations de nouveaux produits, j'y vais, puis je bois des bières avec mes collègues peintres. De temps en temps, ils me disent, ben, monsieur Andy, non, je suis un peintre comme toi, donc on boit des bières ensemble et on discute. Et c'est vrai que j'en prends plaisir, parce que finalement, on a des échelles tellement différentes, c'est qu'on n'est plus des concurrents. Ouais, tout à fait. On parlait du... Ouais, Denis. Non, mais je repense au dernier repas que j'ai fait, où je sais pas si on peut raconter cette anecdote à la télévision. Donc me voilà partir au WC, puisqu'on était à la 12e bière. Et j'ai un gars que j'avais en face qui me suit, et puis le mec qui me dit, je peux te parler, oui. Il me dit, je voudrais m'excuser. Et il me dit, j'ai dit, mais t'excuser de quoi? Parce que même lui, on parlait à 4 ou 5. Il me dit, mais je disais à tout le monde que t'es un gros con, mais je te connaissais pas, en fait, t'es sympa. Peut-être l'image, la perspective, La perception. la perception qu'on se fait d'un patron de grosse boîte, parce qu'on a une grosse boîte, d'un patron de petite boîte de grosse boîte, c'est exactement pareil. Oui, Mais des fois, on a cette perception-là, l'autre, il y a des grosses boîtes, donc, c'est gros. Oui, il y a ce côté étiquette. Et puis, comme le venu au monde, les médias, c'est surtout les grands patrons, les grosses boîtes dont on entend parler, et alors que le tissu économique, c'est 90% de TPE et le petit chef d'entreprise, on est sur des autres strates, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de ces conseils, de ces avis. Quels sont les meilleurs conseils et les pires conseils qu'on vous ait donnés dans votre carrière jusqu'à présent? En se disant, si c'était à refaire, j'écouterais pas. Ou au contraire, merci. Et je l'ai d'autres fait comme ça. Qu'est-ce que tu poses la question, mais je dois choisir quoi entre la... Mais allez, les meilleurs conseils, on va... Non, du conseil, moi j'en ai demandé des conseils, et puis, alors, à un moment donné, quand j'étais Robert, je demandais à mon père, et puis ici, il me disait noir, je faisais blanc. L'esprit de contradiction. Je dois choisir entre deux salariés, je prends quoi? Je prends le doué merdeux, ou je prends le fidèle un peu moins bon? Lui me dit, tu prends le fidèle un peu moins bon. Donc je viens dans le fidèle un peu moins bon, et je gardais le doué. Mais le problème, c'est que le même conseil pour deux cas différents, il peut être un coup bon, un coup mauvais. Alors, c'est quoi le tout mauvais conseil? Donc, dis-moi, c'est genre maintenant, mais tu devrais te lancer dans l'isolation par extérieur. C'est le boulot de demain. Mais tu devrais embaucher une baffe. Et c'est le tableau Excel. T'en as qui te vient comme ça? Bon, il y a un conseil qui m'a marqué de mon père, je pense que le meilleur conseil, c'est de savoir ce que fait chaque personne à chaque instant. Pas forcément la tâche, mais sur quelle... bon, et, ça a été... C'est un conseil qui me sert beaucoup. Parce que c'est surtout nous techniquement.
Parce qu'en fait, dans notre métier, le jeu, c'est d'anticiper la connerie pour ne pas la faire. Parce qu'une pièce, nous, on manipule de la matière, et une affaire où tu es en train de piler la petite atoll et puis tu te plantes et la tôle est morte, tu jettes la tôle, tu refais, ben, l'affaire elle est passée de bénéficiaire en négative. Alors c'est pas toutes les affaires comme ça, mais t'as des affaires quand tu travailles en inox qui est très particulier, t'as le droit de te planter 0 fois, quoi. Donc il faut anticiper avant. Et donc savoir le gars, comment tu lui expliques, bon, soit selon l'expérience qu'il a, tu vas lui expliquer ou tu vas pas lui expliquer comment il va faire la pièce, parce que si l'expérience il va le faire. Mais savoir qu'il est en train de la faire, savoir que potentiellement, avant la machine a été utilisée par un autre, elle n'est pas montée comme il faut. Tu lui as pas dit. Et il y a plein de sources comme ça. Hein. Enfin, dans notre métier, c'est ces petits détails-là qui font la différence. Et du coup, voilà, le conseil de mon père, c'était ça, c'était savoir ce que fait chacun sait. On avait parlé toujours, on a eu le même conseil de notre père tous les deux. Essaye de ne pas travailler le week-end si tu veux durer dans la temps. Ouais. Donc, on a une même tous les deux, on a le même conseil. Ouais. Tu vois, je vois tout le monde, voilà. Mais faut jamais oublier, j'ai l'habitude de dire que c'est un marathon qu'on fait, pas un sprint. Et donc, se donner à 100% sur 100 mètres, c'est ok, mais si tu oublies que tu as 42 km encore à faire, t'es foutu. Et un marathon, tu as tes phases de récup, tu as les phases lentes et les phases un peu plus rapides. C'est surtout ça. Ouais. Pour toute activité, tu as des temps forts et des temps faibles. Et si une semaine, 7 jours sur 7, c'est juste physiologiquement pas tenable. Et la bande passante, au bout d'un moment, elle est négative. Mais du coup, ouais, jamais le week-end, ça a été. Alors à l'époque, il le faisait. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a tellement été sollicité à droite, à gauche. On peut pas dire, notre passion, c'est pas notre travail. Et si le matin, ce que tu préfères faire, c'est travailler, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Tu vas être heureux dans la vie, mais tu vas être heureux jusqu'à la retraite. Parce qu'après la retraite, c'est plus compliqué. Alors que finalement, aujourd'hui, on a plein d'autres choses d'intérêt que le travail. Je pense que les patrons de 30-40 ans, leur boîte, c'était leur vie, c'était 100% de leur vie. Mais moi, je me souviens des téléphones qui sonnaient le samedi et le dimanche, c'était le fixe à l'époque, les bureaux étaient dans notre maison. Pareil. Le dimanche soir, de 7h à 11h, ça n'arrêtait pas de sonner, les ouvriers qui appelaient pour savoir où vous allez le lendemain, le client, est-ce que vous venez, est-ce que vous venez pas, c'était le samedi, le dimanche sur le fixe. Alors que finalement, aujourd'hui, on sait se protéger, on prend le portable, on le met sur silencieux, et puis on le pose là, et puis on va voir demain c'est l'oubli. Comment vous arrivez justement à gérer cet équilibre de vie entre vie pro et vie perso? Et est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça a modifié avec le temps? Moi, si je parle de mon cas personnel, je pense que j'ai 2 enfants avec 2 femmes différentes, je suis séparé 2 fois. La première fois, le boulot était pour quelque chose, parce que puisqu'elle m'a reproché, ou se reproché au bout de quelques années qu'on travaille trop. La seconde fois, le boulot était pour quelque chose. Parce que finalement, quand on devient quelqu'un de connu entre nos sollicitations, donc de temps des enfants, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et donc, alors que bon, maintenant, c'est un plan différent, l'expérience, après, il y a aussi l'assise de l'entreprise, qui fait que je rentre, je parle plus de travail le soir, quand je rentre là, bon, déjà, j'ai une force à cause de le style à 7h, de partir le soir à 7h. Et puis c'est fini, en fait, jusqu'au lendemain matin où je me lève, je passe plus du tout à mon travail. T'arrives à couper comme ça? Ah ouais, non, mais. Moi, je sais pas faire. Voilà. Ça m'est très difficile. Alors, ça va un peu mieux. J'ai appris à mieux me connaître, mais tu vois, par exemple, j'ai observé qu'il fallait que je parte en vacances après un week-end. Parce que si je pars, genre, tu vois, le mercredi, je mets 1 jour et demi, je décroche pas. Donc, j'ai fait comme ça, tu vois, par exemple, pendant les vacances de février, je prenais juste mercredi c'est la moitié pour être avec les petits. Et il y a le mercredi, je continue à travailler, le jeudi aussi, je les amène au ski, tu sais, heureusement, sinon je vais chez mon père, il capte pas, parce qu'il est perdu dans la pampa, donc heureusement, il n'y a pas de réseau. Mais j'ai vraiment 1 jour et demi où je ne sais pas décrocher. Et si j'ai quelque chose qui me turlupine ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le boulot, je suis mal, la soirée je suis mal, je vais ressasser,
Je n'arrive pas du tout à décrocher. Et mes enfants, et puis je suis capable de respecter rien du tout. Tu vois, t'es en visio, en même temps, t'as le gosse derrière la télé qui a faim, qui commence à sauter partout, machin, et toi, t'es là, oui. Non, et ça, c'est un truc qui m'est très, très, très difficile, quoi. Et alors, normal, c'est le contraire. Il faudrait que quand t'arrives, c'est ton heure de paix, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le reproche que me font régulièrement les enfants. Ils sont du travail tout le temps. Et si j'ai trouvé un truc, le vélo. C'est-à-dire que quand je vais en vélo au boulot, tu peux pas être en mini pour rentrer. Tu peux pas, t'as pas. Donc là, t'es obligé de couper. Ça fait un sas de décompression. C'est con, hein. Ça fait un sas de décompression. Et du coup, ça va. Ou alors, il faudrait faire du sport. Tu vois, un truc comme ça. Mais sinon, ça met... donc, à part savoir que je dois me connaître, et l'autre truc que j'ai appris, c'est simplement, des fois, quand t'as pas ouvrir tes mails, genre le soir, tu vois. Avant de te coucher, hein. Histoire de prendre la petite... Voilà, et là, tu vois le truc. Donc ça, voilà, je m'oblige à laisser le téléphone, en fait. Il y a ça que j'ai fait. Et ne pas répondre. Parce que répondre au mail le soir avec 2 heures qui te vont pas. Non, le lendemain, tout va pour le Oui. Mais c'est difficile quand même. Et que les gens prennent l'habitude. Ouais, aussi. Il y a un pote qui m'a dit... C'est clair. Il y a un pote qui m'a dit justement par rapport au téléphone. Moi, le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment décrocher du téléphone, c'est d'aller dans un endroit qui ne capte pas. Ouais. Je fais enfin. Ouais, mais quand on est énervé, il y a le stress qui s'accumule, l'appel, La fatigue. pour la 4e fois, il commence à me gonfler, ça fait des réactions, là, comme là, en voiture, et tu te tournes autour. Le téléphone, il nous rend fou par moment. Ouais. Et moi, c'est vrai que ça fait 7-8 ans que j'avais la sonnerie à mon téléphone. Moi, il bouge jamais mon téléphone. Il vibre pas, il sonne pas. C'est-à-dire, je subis plus mon téléphone, c'était quand j'ai envie, je regarde qui m'a appelé, je rappelle. Ouais. Se réapproprier. Alors, des fois, on oublie de rappeler. Non, mais après, il y a toujours on se protège, mais des fois, j'ai oublié des affaires, parce que les gens, ils me disent, parce que des fois, on dit, tiens, je le rappellerai tout à l'heure quand je prends la voiture, parce que ça m'occupe en voiture. Et puis, le téléphone sonne avec un autre, quand le téléphone s'arrête, il y a un reportage à la radio qui te plaît, donc t'écoutes, et puis t'arrives à ton rendez-vous, puis tu l'as oublié. Et puis 2 jours après, on me dit, je t'ai appelé à 20h, tu m'as pas rappelé. Donc, le châtier, j'ai déjà fait qu'un autre. Ah. C'est le problème où on peut pas. Déjà, le 0 notification sur le téléphone, il fait du bien. Ouais. Moi, ce passage-là, il a été. Ouais. Moi aussi, Ça change tout. J'ai ri. Rien que le fait, le mail, de ne pas avoir la synchronisation automatique et d'aller chercher par soi-même pour qu'il se synchronise manuellement et décider qu'on va avoir l'information et ne pas avoir de notification. Rien que ça, c'est C'est une question du temps, ça. exactement. Mais c'est une plaie. Hein. Ouais. Oui, c'est Franchement. ultra sollicitation. Puis l'angoisse que ça peut te créer, quoi. Et puis le phénomène dont on parlait tout à l'heure, des personnes qui l'envoient en fin de journée ou en veille de week-end pour dire hey, je reprends ça patate chaude, c'est urgent, et débrouille-toi. De toute façon, est-ce qu'il y a combien t'as de mails qui sont pas marqués urgents aujourd'hui? C'est vrai. Enfin, moi, on s'amuse à le compter des fois, mais en fait, on voit toutes les demandes de prix, c'est tout urgent. C'est tout urgent. Il y a plus de la priorisation, je pense que ça fait 4-5 ans qu'il n'y en a plus, quoi. Tout est urgent. Tout est urgent, tout est urgent. Et donc, t'appelles, voir si c'est vraiment urgent. Et tu as Là, c'est devenu mieux, là. Ce que je dis à tous mes collègues, prends le téléphone. Ah oui, moi je fonctionne. Et moi j'apprends aussi comme ça. Ouais. C'est tout ton téléphone. T'as fait quoi? Puis j'ai envoyé un mail à l'architecte. T'as envoyé un mail, tu penses que t'as fait le boulot. Tu sais pas si oublie, tu sais pas si. Tu prends le téléphone, tu l'appelles, il te dit oui, Il a non. 30 secondes. Ouais. Alors, tu lui envoies un mail après pour faire confirmer par écrit. Et tu as l'inverse. Tu as ceux qui envoient un mail et qui t'appellent 2 minutes après pour dire est-ce que vous avez marqué le mail? Il y a marqué urgent. Oui, j'en ai pas, parce que moi, si tu m'appelles pas pour dire que tu m'as envoyé un mail, tu ne feras jamais mieux. J'ai une chose, je t'envoie jamais de mail. Et toi, l'équilibre, comment tu as fait avec ça? Et est-ce qu'avec le temps, tu as réussi à trouver un juste milieu? Moi aussi, hein, je pense que ça a participé à ma séparation avec le père de mes enfants. Hein, mais après, parce que j'adorais ça. Enfin, je vais être très claire, moi, je suis addict au travail. J'ai un vrai plaisir j'y suis dedans, je ne m'arrête pas. Et en fait, j'ai envie de finir. N'importe quoi, je sens que tu vas finir. C'est le truc. Et tu vois, c'est assez marquant. Je sais pas si ça vous fait ça, mais avant les vacances, t'en peux plus, t'as envie de partir en vacances, mais t'as une énergie parce que tu veux finir. Et j'ai observé que je me dis non, mais je vais pas prendre trop de vacances.
Non mais quelle connerie. Donc déjà, avec l'âge, je me dis non mais c'est pas possible, tu vas partir en vacances. Et je sais que j'ai pas envie de revenir. Donc moi, avant je me disais tu fais 10 jours, tu sais non mais non en fait non. Déjà je sais qu'il me faut plus de 10 jours pour couper. Et après du coup j'ai pris l'habitude d'en prendre plus. Et ce qui est intéressant c'est que moi j'ai progressé sur ça. Mon compagnon actuel, il est tellement déjà planifié, ça il est très difficile parce que ça veut dire est-ce qu'il a un agenda c'est horrible quoi. Il dirige une boîte aussi, c'est horrible. Bon. Et alors lui, son truc, c'est qu'il pose juste une petite semaine et 2 jours, tu vois. Et à la fin, donc moi, je l'observe, ça, c'est limite, je me moque un peu. Et je sais qu'il va pas vouloir y repartir. Mais au moment où il les pose, il se dit non, mais je vais revenir. Il y a personne. Je veux dire, au mois d'août, dans ce métier-là, tu vois bien, dans le bâtiment, il se passe rien. Tu vas revenir le 22 août, tu vas être tout seul, et moi, je vais être à la plage. Tu vois. Et il peut pas s'empêcher, en fait. Il y a un côté de lâcher, quoi. Et de dire, ben, je lâche. Et puis, et après, la veille, c'est l'angoisse. Il faut qu'il reparte bosser, tu vois. Donc ça, moi, j'ai appris à un peu mieux. Mais après, non, honnêtement, je fais ce que je peux. J'essaye de moi m'imposer 2 choses. Mais ça m'est très difficile. Et mes enfants me le reprochent beaucoup. Et en même temps, je leur dis, écoutez, j'adore ce que je fais. Alors, il y a des moments, j'en ai plein les bottes, faut quand même pas se la raconter. Oui. Mais en fait, après, quand j'y suis, j'avoue que je prends du plaisir. Sinon, je fais pas ce que je fais, quoi, en fait. Parce qu'à nous écouter, c'est l'idéal, tout va bien, tout Ah non, la vérité, c'est que c'est... Non, la vérité, c'est que c'est difficile. Enfin, quoi, la vérité. Par moments, c'est difficile. Il y a des moments très durs, quoi. Il y a des moments où tu dors pas la nuit. Il y a des moments où moi, j'ai des négos où j'ai la boule au ventre parce qu'en face de toi, t'as des gens, tu te dis, voilà. T'as des moments où tu n'arrives pas à faire tes objectifs, tu te dis comment je fais pour tenir la boîte. T'as des moments, c'est des moments qui sont difficiles, quoi. Donc, non. Et à côté de ça, ben moi, je prends du plaisir quand je trouve des montages créatifs. Je trouve du plaisir quand j'ai des moments, j'appelle ça des moments un peu suspendus, quand tu sens que t'as trouvé un truc, ça y est, t'y es, là, tiens, et avec l'équipe, en plus, tu vois, ce côté-là, t'as des succès, t'as des petits succès, quoi. T'es trop bien, quoi. Ça, c'est cool. Voilà, donc il y a un côté addictif, quoi. On connaît ça, c'est... Oui. Ouais, on connaît ça, c'est important. Parce que là, quand tu dis c'est dur, c'est dur. J'ai l'impression de dire tout le monde que c'est compliqué d'être content. Oui, c'est compliqué. Mais moi, si c'était à refaire, je le referais. Disons qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est important aussi. De savoir pourquoi tu fais ça. Après, je pense qu'il faut être fait pour. René, c'est le problème d'épaule. Alors, moi, qu'on est à, moi, ma capacité à faire abstraction le soir, ça me permet de durer, de garder la tête froide. D'ailleurs, moi, je suis pas obligé de, je sais, je rate pas les mails quand je travaille, mais par contre, je vois les mails quand je travaille pas. Parce que j'ai pas besoin de lâcher complet, puisque finalement, je suis pas stressé, j'arrive au stress, puisque le soir, je décroche tous les soirs de 7h, le soir à 7h du matin. Donc, par contre, mais j'ai pas besoin de décrocher, au contraire. Ah ouais, tu vois, c'est... Je vais jamais dire le soir, quand je rentre chez moi, alors que là, quand je rentre à la plage, à 8h, je vais lire les mails. Le soir, j'ai la chance de dormir comme un bébé. Le week-end, quand je suis à la maison, à partir du moment où je suis arrivé à la maison, je suis à la maison. Et ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Après, c'est d'autant. Enfin, nous, avec ma compagne, on travaille ensemble. Donc, bon, c'est compliqué de ne pas ramener les problématiques du boulot à la maison, parce qu'on s'est dit, on va en discuter. Mais bon, ensemble, on arrive à s'y tenir. Et vraiment, après, à la maison, c'est notre havre de paix, on est chez nous. Et ouais, mais pour durer, je pense que. Voilà, moi, ça ne me gêne pas de ne pas prendre. Je sais qu'il y a des moments où il faut que j'en prenne parce que je suis chaud, mais si je prends une semaine à l'année, pour moi, c'est bon, quoi. Mais après, voilà, par contre, le week-end, je bosse pas, la nuit, je dors bien, et pour que la machine se maintienne, quoi. Mais après, ça ne me prend pas, quoi. Parce qu'en plus, quand tu prends des congés, tu t'aperçois, les autres se réveillent, on n'est pas là. Le sommeil se réveille. Surtout que tu n'es pas du tout indispensable, après. Ça, c'est sûr. Pas trop qui a un développement. Et puis le jour, tu ne sais pas, tu ta gosse une semaine sur 2 pendant les vacances scolaires, tu n'as pas le choix. Tes vacances, tu les prends. Et finalement, les premières fois que tu prends des vacances, on ne t'en prenait jamais, tu as tes gardes rapprochés, finalement. J'aime bien l'église. On va lui montrer qu'avec l'année semaine, quand il revient, il ne faut pas qu'il nous dise c'est le bordel parce que je ne sais pas là.
Mais puis tu t'en vas pas une semaine, t'es pas sûr que c'est mieux quand t'es pas là. Donc c'est le début de l'apprentissage de la délégation. En fait. Et tu pars plus souvent. Plus tu pars, plus ils montent en compétence. La nouvelle gestion, c'est pareil plus. Mais c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Merci à vous trois. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve très bientôt. On va faire une deuxième table ronde tous ensemble. Merci à vous. À très bientôt et bonne journée. Oui, merci Fabien. Bien,